Bonjour Philippe Doucet, donc merci de nous recevoir pour ce premier épisode de La Grande Surface, c'est comme ça que s'appelle ce nouveau format. On va partir dans un entretien en long cours, comme je vous le disais tout à l'heure, qui va durer environ 50 minutes, 1 heure, on verra, et plus si affinité. Ça va partir un peu dans tous les sens, on va traiter plusieurs sujets, plusieurs thèmes. Le but c'est d'en savoir un peu plus sur vous, et pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter, qui êtes-vous ? Philippe Doucet, alias La Palette, puisque la plupart des gens m'appellent comme ça, donc je vais reprendre le patronyme, et puis évidemment journaliste à Canal+, c'est la partie la plus connue de mon activité. Voilà, donc justement, pour revenir sur La Palette, moi je voulais commencer par dire du coup que La Palette à Doudouce, donc on l'a lu pour cet entretien, j'ai trouvé que c'était un excellent livre. Il est paru le 10 novembre des éditions Solar. En vrai, pour tout vous dire, j'avais un peu peur au début quand je l'ai lu, parce que je me suis dit, est-ce qu'on va refaire un espèce d'historique de toutes les palettes, de comment ça a marché, et j'avais peur de rentrer exactement dans ce que n'est pas le livre, dans un truc de chiffres, de machin, etc. Et en plus, je dois le dire, pour un bouquin sur le sport, etc., je le trouve très bien écrit. Merci. Et J'ai commencé dans la presse écrite, ce qui aide un peu. Ça aide un petit peu. Je suis venu même, vous l'avez lu d'ailleurs dans le bouquin, mais je suis venu au journalisme par deux passions. La première, c'était le sport, évidemment, et le foot en particulier, mais aussi l'écriture. Et donc, si je suis venu au journalisme sportif, c'était vraiment pour mixer mes deux hobbies, mes deux grandes passions. Et donc, l'écriture n'est pas, voilà. Mais c'est une bonne chose, hein, parce que moi, je suis attaché de presse dans l'édition, dans le civil. Donc, ça m'arrive de défendre des livres qui, en plus, ne sont pas écrits par les personnes qui les vendent et qui sont encore souvent plus mal écrites. Mais en plus d'être bien écrit, je tiens à préciser pour ceux qui ont un petit peu peur que finalement, La Palette, c'est un peu un prétexte pour revenir sur tout ce que vous avez traversé dans le foot et dans votre carrière de journaliste dans les années 80, 90, les années Canal, même avant La Palette. Donc on a plein d'anecdotes sur les coulisses de Canal, sur la création de cette palette. Et c'est vraiment passionnant. Je trouve ça un peu tôt pour écrire ses mémoires. Mais c'est vraiment passionnant, j'encourage vraiment tout le monde. Alors, vous avez pas lu la troisième partie, qui est une ouverture sur le futur, en contraire. Mais du coup, il faudra un autre tome pour revenir sur cette ouverture. Je voulais commencer par savoir un peu plus qui vous étiez, voir un petit peu plus votre conception du foot. Parce que, évidemment, vous en parlez dans le livre, mais pour les personnes qui ne l'ont pas encore lu, pour leur donner envie peut-être d'y aller. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, surtout dans votre livre, c'est votre vision du foot, la manière dont vous défendez le foot par rapport, on va dire, au mépris un peu ambiant. Je reviendrai un peu tout au long de cette interview qu'il y a par rapport à ce sport. Et je voulais savoir d'où venait cet acharnement que vous aviez à défendre le foot. Et en fait, quel est votre rapport au foot quand vous êtes né au foot ? En fait, je suis né au foot comme un gamin classique. Et puis le détonateur, d'ailleurs, c'est pas un hasard, c'est le stade. C'est-à-dire le jour où j'étais dans un stade, mon père m'a emmené je dis enfin parce que ça faisait un certain temps qu'il me parlait de foot et que ça n'imprimait pas. J'ai pas regardé la Coupe du Monde 70. J'avais 8 ans, donc c'était quand même faisable. Je n'ai pas regardé du tout la Coupe du Monde 70, je ne savais pas qui était Pelé, m'intéressait pas. Et puis mon père m'a enfin emmené au stade, et là ça a été le déclic. À la sortie du stade Robert Diochon à Rouen, j'ai acheté les Football Magazine. À l'époque, il y avait des camionnettes à la sortie des stades et on pouvait acheter tous les numéros de l'année ou des 3 années. Enfin bon, peu importe, on repartait avec un paquet comme ça pour pas bien cher. Et puis je suis rentré là-dedans et je n'ai plus débandé, si j'ose dire. Le foot, c'est devenu un centre essentiel de ma vie. Et après, comme tout gamin, j'en regardais tout, j'écarquillais les yeux et j'en regardais tout dans tous les sens. Mais assez vite quand même, pas à 10 ans, là je vous parle quand j'avais 9 ans, ça est venu quand même un peu plus tard, mais dès, je dirais, vers 16, 18 ans, j'ai commencé à me passionner vraiment pour le jeu, pour la qualité de jeu, pour ce qu'on pouvait développer, pour les multiples points d'interrogation de qu'est-ce qui fait une bonne équipe, qu'est-ce qui fait qu'on joue bien, qu'est-ce qui fait que j'ai commencé à me poser énormément de questions, et donc ce parcours-là m'a amené à rencontrer des tas de gens qui étaient comme moi et à m'intéresser plus au miroir du football et à des gens qui se posent des questions que des gens qui étaient supporters d'une équipe. Bon, ce qui est très bien, c'est formidable de se passionner pour une équipe ou un joueur, c'est très bien, heureusement il en faut et c'est merveilleux. Mais ma quête était un peu plus complexe que ça. Moi, je voulais savoir comment ça marchait, comment on joue au foot,
comment le jeu se développait. Et cette passion du jeu ne s'est jamais démentie. C'est pour ça que je raconte dans le bouquin une longue genèse, si j'ose dire, parce que c'est ça qui m'a amené à la palette. Elle est pas venue comme ça. Tiens Philippe, t'as qu'à faire la palette. Non, c'est pas venu comme ça. C'est venu par moi d'abord. C'est moi qui ai eu l'idée, mais c'est venu surtout parce que l'idée, je l'ai eue parce que je cherchais une fois de plus à comprendre le foot et les outils, que ce soit de la data, des statistiques, des palettes ou autres, ce sont des outils pour comprendre le foot et non pas l'inverse. J'ai pas de passion pour les chiffres, j'ai pas de passion pour la vidéo, j'ai une passion pour le foot et ces outils-là, enfin tous ces objets-là n'étaient que des outils pour mieux le comprendre encore. C'est bien parce que ça a parfaitement entamé sur là où je voulais aller, sur la fameuse genèse de cette palette. Mais juste avant, je voulais revenir sur ce que vous venez de dire, parce que c'est là que je trouve ça assez intéressant. C'est que ça nous semble très naturel à nous de naître au foot par le stade et par l'émotion, ce qui est moins le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des gamins qui peuvent naître par le foot, par l'écran, et foutre un pied au stade pour la première fois 12 ans après. Donc ça reste quand même important pour rentrer là-dedans, parce que vous utilisez quand même très souvent, je trouve, le terme émotion dans votre livre. De toute façon, vous revenez à ça, et c'est ça que je trouve très intéressant, parce que je pense qu'on y reviendra un peu plus tard, mais d'aucuns diraient qu'avec la palette, vous êtes le père du foot de chiffres dénué d'émotions, entre guillemets, et faut pas et c'est un peu le paradoxe. C'est là où je voulais revenir justement à la genèse de cette palette, c'est que vous, à la base, vous avez créé ça comme instrument pédagogique. Je dirais qu'égoïstement, c'était moi-même qui avait une soif d'apprendre et de comprendre. Moi, j'ai toujours passé ma vie à parler avec des entraîneurs pour essayer de comprendre mieux le foot. Les gens qui ont des certitudes et qui croient comprendre le foot, je m'en méfie énormément. Qui ont des certitudes surtout, qui affirment des choses, je m'en méfie énormément parce que le jeu est tellement complexe. On peut lire un match de tellement de façons différentes qu'au contraire, il faut se nourrir de toutes les interrogations qu'on peut avoir. Et ayant ces interrogations-là, je me disais, mais ce serait vachement bien pour les gens de leur montrer une action d'un match Zénith, enfin à l'époque il n'y avait pas le Zénith, mais enfin bon, d'un Dynamo Kiev Benfica, pas forcément de match phare, et de montrer comment on joue un 3 contre 2, quoi. Il y a une contre-attaque, on est à 3 contre 2, comment on joue, comment on peut jouer intelligemment, en feintant, etc. Et de montrer les exemples en fait très parlants. Et Platini évidemment était le binôme idéal parce qu'il est tellement foot, il ressent tellement les choses qu'en fait il dit tellement simplement les choses, parfois c'en est déroutant. En une phrase il dit tout ce que je disais en ayant montré une vidéo, en ayant explicité de diverses manières, et Platini en une phrase, toc, c'était ça, c'est ce que j'allais dire. Embarqué. Est-ce que c'est vous qui avez eu cette idée là, parce que je trouve qu'en fait la palette pour moi elle marche pas s'il n'y a pas parce qu'aujourd'hui on a plein de grands techniciens qui viennent tout seuls face à l'écran et qui t'expliquent un truc et ils repartent, et je pense que ça laisse beaucoup de gens sur le côté. Et je pense que ce qui marchait vraiment au début de cette palette, c'était d'avoir le double discours et d'avoir aussi un mec de terrain comme Platini qui va t'expliquer aussi et qui peut t'entendre dire bah non, là la vidéo ça montre pas exactement comment ça se passe dans la tête du joueur. Ouais. Est-ce que ce duo il est obligatoire en fait pour faire marcher ça? Alors Sûrement, et effectivement, je crois que ce qui manque peut-être aujourd'hui justement autour des palettes, c'est ce côté dialogue qu'on n'a jamais retrouvé complètement depuis qu'il y a cette nouvelle palette. J'y reviendrai parce que c'est la nouvelle palette, c'est moi qui l'ai introduite aussi en 2007. C'est moi, j'ai fait la continuité du job. Mais je pense qu'effectivement cette partie. Mais alors, ce qui est amusant, c'est de revenir à l'origine, c'est que quand je vais proposer l'idée à Michel Denisot, pour moi, c'est moi qui fais la palette. C'est moi qui fais le truc, je crée mon petit environnement un peu pédagogique, un peu à part dans la soirée. Je sais qu'on va se taper 8 résumés, on va voir des buts dans tous les sens, et puis tout d'un coup, moi, je vise en fait de développer un outil qui tout d'un coup va être un outil pédagogique au milieu, etc. Mais c'est une vision très théorique, puisque au moment où je vais proposer à Denisot, je m'en suis jamais servi de la palette. Je sais même pas comment elle marche. J'ai fait du bluff. J'ai fait du bluff. Et je vais le voir sans savoir en fait comment ça marche. Et d'ailleurs, il me piège un peu parce qu'il me dit bon alors ok, mais alors si à la 40e minute il y a un but génial, à la 45e tu fais la palette? Et je lui dis, oui, bien sûr, Michel, pas de problème, alors que j'en ai strictement aucune idée, je m'en suis encore jamais servi de la palette à ce moment-là. Évidemment, juste après, j'ai foncé voir les gens de la prod en disant, montrez-moi comment ça marche, parce que je sais pas. Bref, ça c'est un détail, mais ce qui est amusant, c'est que du coup, quand Denisot, 15 jours après,
me reconvoque et me dit bon, on a bien réfléchi, tu vas faire la palette, c'est une très bonne idée, tu vas la faire et tu vas la faire avec Platini. Et moi, je suis complètement décontenancé. J'adore Michel, je suis un passionné de Michel Platini, c'est mon idole en tant que joueur. Mais je sais comment il est, je sais qu'il va être critique, je sais que je vais avoir du mal à passer les messages que je voudrais passer, à choisir les actions que j'ai envie de passer, etc. Je sais que ça va être forcément compliqué avec Michel. Donc je le vois au départ comme presque comme un inconvénient, ce qui est paradoxal, puisque évidemment avoir Platini, c'est quand même a priori une énorme chance. Et évidemment pour la palette, ça a été une chance fantastique. Donc finalement, c'est amusant parce que effectivement, ça s'est révélé décisif qu'il y ait ce double langage, qu'il y ait un côté ludique aussi parce qu'il y avait un dialogue, qu'on soit capable, quand tout d'un coup Platini n'était pas d'accord, ce qui était en gros le cas 95 fois sur 100, parce que voilà, c'est Michel, il est comme ça. Donc globalement, il était pas d'accord. Il dit bon bah ok Michel, on la refait alors. Donc je revenais au début et il dit alors c'est pour vous, c'est plutôt tel joueur qui est décisif. Oui, parce que alors bon ok, alors je l'entoure Michel, ok. Donc voilà, on va voir son déplacement, etc. Alors que moi j'avais montré un autre joueur, etc. Et ça c'était une richesse géniale. Outre le sketch et le côté un peu ludique, marrant, d'avoir la contradiction, d'avoir un petit combat de coq. C'est ce que dit Platini dans la préface. Oui, il dit qu'il vous soupçonne de l'avoir fait parfois un peu exprès pour le faire chier. Ce qui était pas vrai, mais je savais parfois que Michel il allait partir sur une autre voie. Et enfin je sais pas que parfois, je le savais à chaque fois en fait, qu'il allait partir sur une autre voie. Et du coup, il croit que je faisais exprès. Non, je faisais pas exprès. Je disais ce que j'avais envie de dire, mais je savais très bien qu'il allait me dire non, mais c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est ça. Au final, c'est pas mal. Ça permet de rendre l'objet plus télévisuel. Je voulais surtout, pour commencer, parler un peu de foot avec vous, parce que ça parle quand même avant tout de ça. En plus, vous le dites pas mal. Ouais, il faut aimer un peu le foot pour aimer le bouquin. Ouais, mais aujourd'hui, vous pourriez être un simple homme de télé. Vous dites que vous n'êtes pas un homme de télé, que vous n'êtes pas un homme de chiffres. Vous dites que vous êtes un homme de foot. Aujourd'hui, on a des mecs à la télé, sur certaines chaînes que je ne citerai pas, qui n'ont aucun lien avec le foot, qui sont là parce que c'est des mecs de télé et qu'on leur donne un micro dans les mains. Je voulais juste citer ce petit passage de Platini justement dans la préface qui dit « Depuis, on a vu prospérer cette tendance technologique qui pousse le foot vers toujours plus de techniques, d'informatique. C'est ce qui donne le pouvoir aux entraîneurs quand moi je défends le pouvoir des joueurs. » Ma question c'est, est-ce que le foot tend vers ça? On a de plus en plus d'objets de data qui sont à disposition des coachs. On a des gamins qui vont en centre de formation maintenant dès qu'ils ont 8 ans. On leur parle tactique. Est-ce qu'on assiste à une espèce de robotisation du foot où ça devient finalement une partie d'échec entre les coachs et les footballeurs ne sont plus que des pions à qui on efface toutes les aspérités? Et je parle même pas de la communication et autres, mais seulement du jeu. En gros, plus ou moins, est-ce qu'on dit ce vers quoi Platini parle dans sa préface? Est-ce qu'on va vers là? Non, mais il a évidemment raison sur le ressenti qu'il a, le feeling qu'il a, et c'est vrai que quand on voit toutes les évolutions, ne serait-ce que l'adoption des 5 remplaçants par exemple, bon bah c'est aller de plus en plus vers le pouvoir des entraîneurs. C'est intéressant d'ailleurs, c'est une autre vision du foot et intéressante de voir comment un entraîneur peut transformer son équipe parce qu'il a 5 remplacements et du coup il peut faire d'autres choses. Il est évident qu'aujourd'hui le foot va de plus en plus vers ça. Moi je parlerais pas tellement de robotisation, je parlerais d'hyper-professionnalisation. Je trouve que le foot est devenu, c'est toute la troisième partie du bouquin où la technologie envahit tout, l'analyse vidéo, les datas, dans le mercato, dans le choix des joueurs, dans l'analyse de l'équipe, de l'adversaire, etc. Il y a une hyper-professionnalisation qu'on ne soupçonne pas tellement de l'extérieur, parce que c'est à l'intérieur des clubs. Quand Liverpool engage un astrophysicien, c'est pas quand même c'est quelque chose que j'ai découvert en enquêtant, en faisant le bouquin. Je savais pas qu'on en était arrivé à ce point-là. Moi-même, j'ai été complètement dépassé. Cette troisième partie que je voyais, bon, un peu tranquille, bon, bah, on va parler de tous les gens qui se servent de la palette aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est pas du tout ça. On est passé à beaucoup plus loin. Mais je ne retiendrai pas, ça on pourra en reparler, mais je retiendrai pas le mot de robotisation, parce qu'à l'arrivée, et ça Platini le dit aussi dans la préface, à l'arrivée, il y a personne qui va dire à Messi ce qu'il faut faire. Et il y a personne qui va dire à tel moment, parce que le pouvoir de décision, sur l'instant, ça va tellement vite le jeu aujourd'hui, que l'entraîneur a peut-être pensé, même sur son banc, et il a peut-être envie de gueuler, fais ça.
le joueur il va faire autre chose et c'est là que le joueur va être génial. Et ça existera toujours parce que le foot est un sport comme tous les sports très humain. Et donc il y aura toujours le pouvoir du joueur parce que celui qui décide au moment M, bah c'est le joueur toujours. Est-ce qu'on va garder justement des joueurs avec les mêmes sortes de décisions que Messi qui sont capables de faire des choses en sortant carrément du cadre tout le temps, ou est-ce qu'on va aller de plus en plus faire des joueurs aseptisés? J'avais lu un discours de Nainggolan qui était intéressant il y a 2 ans, où il disait qu'on devrait renvoyer les gamins jouer dans la rue, etc., pour se démerder un peu et sortir de ces schémas où ils sont en 4-4-2 et qu'ils doivent prendre l'aile, pas prendre l'aile, repiquer, recentrer. Est-ce qu'on va pas perdre en fantaisie un peu? Non, mais c'est sûr qu'avec l'hyper-professionnalisation du foot, ça passe aussi effectivement par une formation qui n'est plus à 16 ans, mais qui est passée à 12 et puis qui est maintenant passe à 8. Et effectivement, un joueur qui arrive à 15 ans avec maintenant des bases tactiques collectives insoupçonnées même de l'époque où Platini jouait. Jamais à 15 ans un gamin était formaté, si j'ose dire, comme ça. Je crois quand même que le pouvoir du joueur existe toujours, mais oui, évidemment qu'il y a. Alors, je parlerai pas de robotisation parce que l'inspiration reste, il y aura toujours des créateurs et des joueurs qui dépasseront ça. Mais oui, il y a évidemment beaucoup plus de schémas installés et de joueurs qui répondent à ces schémas. Moi, je vais beaucoup en Afrique. Je vois parfois des excès dans ce sens-là. Je vois des excès de formation à l'européenne. On veut absolument mettre les joueurs dans des joueurs qui dribblent. C'est ce que regrette d'ailleurs Platini. Il dit il y a de moins en moins de joueurs qui dribblent. C'est vrai. C'est vrai. Globalement, c'est vrai. Alors que c'est une force fantastique. Quand il y en a un qui dribble, il a tout de suite une valeur. Quand il y a un Dembélé qui se révèle, tout le monde le regarde en disant c'est un extraterrestre. Bon, après, le joueur est tout le temps blessé. C'est un autre problème. Mais en dehors de ça, c'est un extraterrestre. C'est hallucinant la facilité avec laquelle il élimine des joueurs. C'est un dribbleur né comme on n'en a pas vu peut-être depuis des années. C'est vrai que c'était une vraie force, le dribble qui est moins mise en avant. Et ça rejoint une deuxième question dont vous parlez au début du livre, moi qui m'intéresse pas mal, c'est que nous, chez Onzièmar, on a tendance à plus considérer le foot comme une culture ou un art, et beaucoup plus par exemple qu'une science. Et vous les fustigez un peu, ces mecs-là qui s'autoprogramment scientifiques du foot, vous appelez les footologues d'ailleurs, c'est un peu ceux à qui il manque entre guillemets l'odeur du gazon. Et c'est vrai que moi, ça m'arrive très souvent, de plus en plus aujourd'hui, d'écouter des analyses de certains consultants sur des actions de jeu et de me dire, mais c'est impossible d'avoir cette analyse-là en ayant joué au foot. Et ça, je trouve que c'est à la fois lié à un manque de pratique, certainement, de ces mecs-là, et aussi, vous en parlez un petit peu plus dans le bouquin aussi, par rapport au lien avec l'image. C'est-à-dire que l'image déforme quand même beaucoup la réalité, et si on ne sort pas de cette image-là, c'est dur d'y aller. Et comment on explique que ces mecs-là prolifèrent? Alors vous êtes un peu une exception dans le paysage médiatique, mais honnêtement il y a beaucoup de plateaux où ces mecs-là prolifèrent et parfois s'accordent sur des décisions un peu absurdes. Moi j'ai toujours été un peu étonné du nombre de journalistes, puisqu'on là on parle des gens qui sont sur les plateaux. Il y a quand même un certain nombre de journalistes et les consultants, on sait qu'ils ont été sur le terrain a priori, la plupart quand même. Bon, il y a des entraîneurs qui n'ont pas forcément joué, enfin pas joué à un bon niveau, mais bon, ils ont joué au foot, évidemment, ils font partie du monde du foot, quoi qu'il arrive. J'ai toujours été étonné du nombre de journalistes qui n'avaient jamais joué au foot. Enfin, ou très peu. Enfin, quand on voit leur niveau, c'est comme s'ils avaient jamais joué, quoi. Ils ont joué dans la cour d'école, mais c'est un peu étonnant parce que, malgré tout, il y a des sensations qui nous manquent forcément quand on n'a pas joué soi-même. Du coup, on regarde tel joueur et on se dit il aurait dû réussir. Ouais, mais enfin, quand on l'a raté soi-même plein de fois, qu'on sait que la balle, quand il y a un rebond et qu'il faut la mettre comme ça et lui donner de la force alors que la balle elle rebondit là, on sait que c'est dur. Même si on est à 5 mètres du but, c'est dur. Bon, alors après, évidemment, des grands joueurs sont censés mettre ce but, évidemment, mais plein de joueurs peuvent le rater et donc évidemment ça fait partie du feeling foot, mais faut pas non plus il y a aussi des gens, il y a des biais dans tous les sens. Il y a des biais dans ceux qui ont trop appris le foot à la télé et puis qui du coup ils comprennent pas que l'arrière droit il fasse pas comme Messi, quoi. C'est simple, il a qu'à faire comme Messi. Enfin, c'est pas difficile quand même d'éliminer un joueur, enfin, c'est pas compliqué. Après, il y a aussi d'autres biais. Il y a des gens qui intellectualisent aussi trop et qui
qui passent aussi à côté de la compréhension d'un match ou de ce qu'est un match de foot par trop d'intellectualisation ou qui veulent absolument que le foot soit joué comme ci ou comme ça. Il y a plein de biais en fait, mais ce qui est merveilleux dans ce sport, c'est ça, c'est cette richesse. C'est pour ça que moi je dis 1000 fois dans ce livre que le foot est le sport le plus intelligent du monde. Parce que en fait, on peut le jouer de plein de façons différentes, on peut gagner de plein de façons différentes, on peut être moins fort et gagner, on peut aimer plein de façons différentes le foot. Il y a des gens qui aiment le kick and rush et les longs ballons, et puis il se passe tout le temps quelque chose, et puis on se rentre dans la pipe, etc. Pourquoi pas? Moi, j'adore Barcelone. Bon, et alors, voilà. Bon, chacun aime son football. Chacun aime son football, et ça, c'est génial. Ça, c'est une richesse extraordinaire par rapport à d'autres sports qui n'ont pas toute cette richesse, qui n'ont pas. En foot, on construit à partir du gardien, on peut construire une action. Le gardien déjà peut avoir déjà une passe intéressante qui fait quelque chose d'important. Je dis pas que ça existe pas dans d'autres sports, mais c'est peut-être un petit peu plus rare où il y a des schémas un petit peu plus conscrits, quoi. Ça, je pense que ce paragraphe-là, j'aurais pu reprendre chacun de vos mots parce que je suis assez d'accord avec tout ça. Surtout quand vous parlez aussi de la rareté du but, c'est ça qui change énormément de choses. Parce que c'est dans n'importe quel autre sport, finalement, est-ce que le plus fort finit pas quand même par gagner au bout du compte parce que ça marque des deux côtés, alors qu'au foot, à tout moment, ça peut bétonner et en mettre un. On peut gagner 1-0 en n'ayant pas passé le milieu de terrain du match, ou presque. On peut gagner 1-0 en n'ayant pas tiré au but, si c'est l'adversaire qui marque contre son camp. Donc c'est faisable. Il y a des exemples que vous donnez. Justement, moi, ça qui m'intéresse, c'est que vous parlez justement de l'utilisation à outrance des datas et des chiffres par tous ces acteurs, que ce soit les acteurs du foot directement ou même ceux qui l'analysent et qui le regardent. Et en fait, c'est synonyme surtout de quoi ça? C'est une volonté de maîtrise totale d'un jeu où vous le répétez plusieurs fois dans le bouquin, où au final, il va y avoir un élément imprévu à un moment. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose de vouloir tout maîtriser à ce point-là et de tout vouloir cadenasser? Et surtout, moi, ce qui m'a largement intéressé là-dedans, c'est parce que je m'étais toujours intéressé à ça, mais j'étais jamais allé aussi loin, c'est quand vous avez réussi à extrapoler en disant que finalement c'était presque plus sociétal qu'autre chose et qu'on rentrait dans une société où on voulait tout contrôler par les chiffres, c'était vraiment politique ou dans d'autres sujets. Et à tout moment, vous citez l'exemple de Dubravka qui arrête un péno à l'Euro et qui le fout dans le but derrière, vous pouvez vouloir tout corseter, ça peut arriver. Qu'est-ce que l'entraîneur peut prévoir quand son gardien qui vient d'arrêter un penalty, l'action d'après, il met la balle dans le but avec une maladresse insigne? Est-ce que c'est de la faute est-ce qu'il faut virer l'entraîneur parce que le mec vient de mettre la balle dans son but, c'est totalement sur une action totalement improbable? Voilà, c'est ça, c'est cette incertitude qui est géniale dans le foot, et c'est pour ça qu'il faut ce discours, il est pas ambivalent. Je veux dire, ces outils-là, je ne les nie pas. Bien sûr que c'est utile d'avoir des datas ou autres, mais en ayant toujours le respect du jeu d'abord. Et les datas ne deviennent qu'un outil de compréhension, et encore à utiliser avec des pincettes, parce que je peux faire dire à un chiffre énormément de choses. Et ça m'est arrivé, soyons honnêtes, quand on fait une émission comme les spécialistes, qui est le lundi, où on explique ce qui s'est passé le week-end, évidemment, il y a des thèmes de débat. Pourquoi Lyon n'y arrive pas? Bon, alors, on va chercher tous les chiffres qui montrent pourquoi Lyon n'y arrive pas. Et puis finalement, on m'aurait dit, bon, finalement, on va changer de débat, on va faire, bon, pourquoi Lyon n'y arrive pas, mais c'est encourageant parce qu'il y a des trucs pas mal. J'aurais pas de problème, je cherche dans d'autres chiffres, il n'y a aucun problème, je vais vous les trouver aussi. Je vais vous trouver des chiffres encourageants, des chiffres décourageants, des chiffres qui veulent dire qu'ils y arriveront jamais, des chiffres qui diront mais oui, ils peuvent y arriver. Les chiffres, en fait, sont malléables. Après, je pense qu'il y a une vraie différence entre le média et l'entraîneur. Je comprends l'entraîneur dans son utilisation forcenée, même si c'est via ses adjoints, etc., des datas, de la vidéo et autres, parce que finalement, le métier d'entraîneur, c'est quoi? C'est tout prévoir. Je veux limiter au maximum l'aléa. Je sais que c'est pas parce que je fais 40 heures de vidéo plutôt que une que je vais gagner le match. Non, je vais pas gagner le match parce que j'ai fait 40 heures de vidéo, bien sûr que non. Et je vais pas réinventer le football parce que j'ai vu 40 heures de vidéo de l'adversaire ou de mon équipe et que voilà. Par contre, je veux tellement diminuer l'aléa que je veux tout savoir, tout voir,
tout prévoir, les coups de pied arrêtés, chaque détail, chaque mini détail, parce que finalement, on peut perdre le match 1-0 sur un corner. Je peux très bien jouer, je peux avoir fait un match magnifique, mais perdre 1-0 sur un corner parce que j'aurais pas travaillé assez la vidéo sur l'adversaire, c'est crétin. Ouais. Donc je comprends l'entraîneur qui veuille diminuer l'aléa parce que lui, il est dans l'avant. Après, il y a d'autres, les biais, c'est plutôt les médias quand ils veulent après tout expliquer. Ce qu'ils n'avaient pas expliqué avant, bien évidemment. C'est un peu la veille, vous pouvez lire l'équipe, c'est pas là qu'on va vous expliquer comment va se dérouler le match. Non, par contre, le lendemain, ils savent tout. Ils savent ce qu'il fallait faire, pourquoi il fallait pas faire jouer un tel, pourquoi, évidemment, qu'il fallait faire ça. Mais mon Dieu, bon, je vise pas plus l'équipe que nous, ou des télés, ou d'autres émissions. Quand j'entends le lendemain d'un match, évidemment qu'il fallait pas faire jouer un tel. C'est évident, ça tombe sous le sens, puisque l'entraîneur, il est quand même là toute la semaine avec les joueurs. Peut-être qu'il sait mieux, non? Et puis peut-être qu'il avait une idée que vous n'avez pas du tout en tête. Il avait une idée très précise de ce qu'il voulait, sauf que ça n'a pas marché, quoi. Voilà. Ou encore, peut-être que ça a marché, mais le résultat n'est pas bon à l'arrivée. Mais le résultat, il est lié à plein d'aléas. Donc c'est pour ça qu'il faut être à la fois tolérant avec les gens qui veulent idéologiser tout ça en utilisant trop de chiffres. Faut être tolérant aussi parce qu'il y a matière à travers les chiffres, à travers les datas, à travers les vidéos, il y a matière à. Mais quand on en abuse, on rentre dans un exercice que je n'aime pas et qui malheureusement, effectivement, pour rejoindre ce que vous disiez, ressemble à la société d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut absolument vous annoncer, on va voir, on a une campagne électorale qui arrive. L'homme politique qui dit voilà, tiens, j'ai une idée. Oui, une très bonne idée. Vous le financez comment? Financer comment? Je sais pas encore. Enfin, je veux dire, il sera obligé de dire autre chose, l'homme politique. Mais à la limite, moi, j'aurais tendance à me dire, voilà une très bonne idée. Après, on trouvera les moyens, parce qu'il y a des arbitrages budgétaires. Bon, c'est pas les questions d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, bon, ok, c'est une bonne idée, mais bon, c'est quoi le financement? C'est quoi? Comment on fait? Et c'est pas très, ça fait pas rêver, quoi. Ni la politique, ni le football, si on le considère de la même manière, en disant bon d'accord, vous avez gagné ce match-là, mais il y a tel chiffre. Mais s'il a pas couru là, ça va pas. Hein. Bah oui, mais on a gagné le match et puis et s'il a mis 2 buts. Oui, non, mais il a pas couru. Et alors? Il a pas fait de course à autant. Et alors? Oui, la 22e et la 28e. Oui. Et alors, si on idéologise à travers des chiffres ou autres, on est, à mon avis, complètement à côté de la plaque, et c'est pas du tout ce que je voulais. C'est parce que c'est vrai que du coup, c'est le titre de votre chapitre, quand vous dites j'ai créé des monstres. C'est que c'est un petit peu ça. Oui, j'ai enfanté des monstres. C'est que maintenant, c'est vrai qu'on les voit un peu proliférer partout, même sur les réseaux sociaux, il y a un petit peu de tout ça. Mais moi, c'est justement sur cette évolution du journalisme avec ces outils qui m'intéressent, qu'on aille un petit peu, c'est ce que vous dites justement, on en a déjà un peu parlé, mais ça m'intéressait d'y revenir. Parce que justement, des analyses, grâce ou à cause de vos outils dont vous avez la paternité, parce que c'est vrai qu'à grand renfort de chiffres, moi c'est un truc qui m'a toujours fasciné depuis que j'ai genre 11-12 ans et que je regarde le foot, c'est que à grand renfort de chiffres, ils vont justifier telle défaite parce qu'il y a eu un but sur corner 1-0 à la 88e, alors que si ça avait été l'autre équipe qui avait mis le but sur corner, on aurait retourné la situation. Et c'est un petit peu, on va dire, dévalorisant ce que je vais dire, mais est-ce que ça veut dire que maintenant, toute analyse du coup un peu recherchée, profonde est vaine, et qu'à la télé, on va dire qu'on a des consultants qui remplissent un fond de pensée un peu vide, à grand renfort de chiffres et de data pour dire que c'est des spécialistes, alors qu'en fait on pourrait leur demander une analyse un peu plus poussée que ça? Oui, non, mais il y a les bons et les moins bons, comme dans tout métier. Il y a des choses qui sont cohérentes et intéressantes. Et puis il y a parfois des explications effectivement qui méritent même pas d'être écoutées. Moi j'écoute tous les soirs, enfin tous les midis, même peu importe, je regarde sur les réseaux. Tous les jours il y a un record. Alors oui, c'est le record de buts marqués au premier tour en Ligue des Champions. Oui, bon, très bien. Pourquoi pas? Ok. Le contexte, les adversaires, les machins. Bon, et le lendemain il y a un autre record différent. Est-ce que vous dites par exemple sur le record de buts de Ronaldo à l'Euro, oui, par rapport à Platini, ça a aucun sens de comparer tout ça? Bah oui, il y en a un qui a joué 4 euros ou 5 euros, je sais même pas, Ronaldo, et Platini il en a joué 1.
Un match. Bon, et à l'époque, il fallait être dans les 8 premiers pour se qualifier. Enfin, il y avait 8 qualifiés à l'Euro. Bon, évidemment, c'était un peu plus compliqué à l'époque de le jouer déjà l'Euro. Et puis, une fois que vous faisiez l'Euro, il y avait 5 matchs. Aujourd'hui, il y en a 7. Alors, et même par rapport à Platini, en reprenant les années avant, c'était encore beaucoup plus dur, parce que c'était un tournoi final à 4 équipes. Alors, battre un record en jouant 2 matchs, c'est dur. Hein. Demi-finale, finale, là, vous risquez pas de trouver les records dans les premières années de l'Euro. Hein, parce qu'à phase finale, c'était 2 matchs. Enfin, 2 matchs. C'était 4 matchs avec le match pour la 3e place et la finale. Mais bon, par équipe, c'était 2 matchs à jouer. Donc, bon, voilà, tout ça comparé, à force de comparer des choux et des carottes, à force de faire des records, là, parfois c'est grotesque, les records pour la Ligue des Champions, ah oui, mais différents de la Coupe d'Europe des clubs champions. Record pour la première ligue, mais pas du premier niveau anglais. Record en Ligue 1, mais pas en D1. Bon, tout ça, ça confuse, ça entretient des confusions pour les gens, et c'est un côté fatigant, et c'est un côté fatigant parce qu'on a envie de passer sa vie à dire oui, mais non, c'est pas vraiment un record parce que en fait, bon, et passer sa vie à ça, je trouve que c'est un peu ce serait un peu lénifiant. C'est là où je voulais un peu revenir, c'est ça que je trouve dommage, c'est que j'ai l'impression que vous avez créé un espèce de monstre, parce que vous l'avez créé pour qu'il soit pédagogique, et qu'il amène, vous donnez d'ailleurs l'exemple de je sais plus quelle dame qui vous raconte cette histoire de hors-jeu, où vous tracez la ligne, et je comprends pas pourquoi il y a hors-jeu, mais je sais qu'il y a hors-jeu. Donc c'était quand même un but pédagogique tout ça, et maintenant on a l'impression que c'est devenu un espèce de truc technocratique, où du coup on va plus rien expliquer, on va juste sortir des chiffres comme si nous on était des spécialistes, et que si t'es pas au courant du nombre d'expected goals de telle équipe sur les 15 premiers matchs, t'y connais rien. Et du coup je trouve qu'on ferme des portes à plein de gamins qui vont peut-être allumer l'écran, et on va leur parler de contre-pressing sur les... Et surtout on ferme la porte à l'élément essentiel qui fait marcher le foot, c'est l'émotion. Et ça, je trouve que trop souvent l'émotion passe à côté. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'ai jamais réclamé pour les datas, la palette ou autre, la première place. On sort du match, on va pas faire bon alors tout de suite la palette sur. Ben non, ça n'a jamais été ça. Et pour une bonne raison, c'est que ça, là, on est dans l'analyse de l'après, si j'ose dire. C'est pas le premier élément. Moi, les gens qui commencent à analyser un match en disant c'est extraordinaire parce que c'est la 3e fois en 14 ans que je dis mais non, mais là il vient de se passer quelque chose, il y a une émotion forcément qui ressort d'une performance, de quelque chose. Il doit y avoir une émotion. Bon, parfois elle est parfois un peu factice, il n'y en a pas toujours à chaque match. Évidemment, surtout que chaque match est le plus grand match de l'histoire du foot, donc là aussi c'est un peu compliqué de se renouveler tous les jours. Mais c'est un truc qui est étrangement absent. On ne rend pas l'émotion, bien souvent. Et on a le tort dans les médias quand on le fait pas, on a tort, les acteurs du foot ont tort quand ils ne vendent pas ce côté émotionnel que finalement tout se banalise et tout devient un petit peu sur un... On le marketise un peu, mais... On marketise, c'est-à-dire tout en affirmant, c'est très paradoxal, tout en affirmant que c'est le plus grand moment de l'histoire du foot, parce que personne n'avait jamais marqué autant de buts avec des chaussures jaunes du pointu et entre la 34 et la 36e minute. On nous explique que c'est la première fois de l'histoire du foot, donc c'est extraordinaire. Et en même temps, on ne fait passer aucune émotion. Et pour cause, un chiffre ne donne jamais d'émotion. Moi, je disais toujours que je faisais des stats sans donner de chiffres. Et c'était très souvent très vrai. Je donnais pas de chiffres. Jamais vous m'entendiez dire, quand j'intervenais dans les matchs, beaucoup plus de centres du côté de Marseille que de Saint-Etienne, 27 centres. Non, mais déjà, cette phrase est en trop. 27 centres du côté de Marseille, 19 du côté de Saint-Etienne. Oui, alors, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup, ça veut rien dire. Et moi, je donnais pas de chiffres. Je disais, Marseille passe 2 fois plus à gauche qu'à droite. C'est normal avec l'action de un tel et un tel. C'est pas il y avait un chiffre 2. Mais pour quelqu'un qui écoute, ça passe. Quand on commence à dire 27 par rapport à 19, on a perdu tout le monde. Moi, ce que je trouve bizarre, on joue aux scientifiques à 2 balles. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a un commentateur. Enfin, moi, quand j'étais petit, le schéma était très clair. C'est qu'on avait un commentateur qui donnait l'émotion et un consultant qui amenait un côté technique et quelques chiffres. Et maintenant, j'ai l'impression qu'on a un commentateur
qui est technique avec des chiffres, etc. Et à côté de lui, on a un consultant qui est un ancien joueur de foot qui va nous expliquer qu'en fait là, il a mis un piqué à mi-hauteur du gardien parce que c'est le meilleur endroit où il fallait le mettre. Et du coup, c'est vrai qu'on perd, et c'est pas du tout un côté réac, mais je trouve que dans la nouvelle génération de commentateurs, on a perdu ce côté de commentateurs qui s'enflamment et qui sont capables de nous emmener avec eux sur certains matchs, même de Ligue 1 le dimanche soir. Je trouve que c'est plus fade. C'est un peu vrai. Bon, en même temps, avec tous les excès que ça comporte. Hein, oui, j'ai jamais été fan du commentateur argentin qui hurle goal pendant 34 secondes. Ça, c'est jamais été super fan. Mais oui, bien évidemment que le commentateur, le numéro 1, comme on disait à notre époque, celui qui est la voix du match, il doit faire passer l'émotion en priorité. C'est évident. Et ce qu'il y a, c'est que souvent, on a considéré que le consultant étant un ancien joueur, un ancien entraîneur, etc., et qu'il arrivait en gros les mains dans les poches, qui n'est plus vrai d'ailleurs, ce qui est de moins en moins vrai. Il y a beaucoup de gens parmi les consultants qui bossent maintenant les matchs. Mais du coup, on considérait que c'était le journaliste qui devait aussi donner les stats, etc. Et comme maintenant, il y a que ça, enfin qu'il y en a beaucoup, on vous abreuve de données, de machin, etc. Bah finalement, dès le numéro 1, si vous voulez, bah, l'émotion, elle est déjà un peu diluée parce que déjà c'est une machine à déjà donner des chiffres, des informations sur les joueurs, sur ceci, sur cela. Et en plus, arrive le consultant derrière, qui parfois, moi encore, tant qu'il parle de technique, ça me va, mais j'en vois trop qui parfois se rentrent dans le jeu du journaliste, qui eux-mêmes apportent leurs propres stats et leurs trucs. Là, ça devient un peu compliqué, quoi. Moi qui fais consultant très souvent, sur les matchs, parce que ça a été le rôle où je me suis le plus épanoui, et encore aujourd'hui je fais encore consultant alors que je suis un journaliste à la base, donc je devrais être plutôt dans l'autre rôle, mais bon, je suis un petit peu décalé par rapport à d'autres pour ça. Je fais bien attention d'utiliser, mais alors le minimum de statistiques, et c'est très très rare. Moi je pense qu'il y a une statistique qui vous hante. Et ce qui est incroyable, c'est que quand j'ai lu votre livre, j'ai dit c'est incroyable, j'aurais pu le parier avant, parce que je suis tombé, je pense que c'était pas cette année, je pense que c'était l'an dernier, sur un match que vous commentiez de Brighton, et je pense que vous étiez subjugué du fait que Dan Burn joue piston gauche en faisant 2m1, et vous l'avez remis dans le livre. Ouais. Et je pense que c'est une stat qui vous intéresse énormément. Non, ce que je trouve, c'est pas une stat d'ailleurs, mais ce que je trouve génial, et ça c'est la richesse du foot, c'est que il y ait Lamptey, je sais pas sa taille, mais enfin ça doit être autour d'un 60, ouais. Bon, alors ça doit être ça. Qu'on puisse jouer le même poste avec 1m66 et des jambes de feu d'un côté et 2m01 et un tracteur de l'autre, bah je trouve ça génial. Ça montre que le foot, il est justement, ça montre il y a pas ça en rugby. Même si aujourd'hui c'est un peu moins vrai parce que j'ai un peu de mal à faire la différence entre un deuxième ligne et un trois quarts maintenant, alors qu'avant je vous disais bon, tel physique, ça c'est première ligne, ça c'est deuxième ligne, ça c'est troisième ligne, ça c'est trois quarts. Bon, c'est un peu mixé maintenant parce que maintenant tout le monde s'est professionnalisé et a pris du muscle, mais bon, globalement ça reste quand même, on voit les profils. En foot, c'est beaucoup plus divers. Oui, c'est de moins en moins. Et avant, c'était même plus profilé avant que maintenant peut-être. Ah, quoique, je sais pas. Parce que devant, on a vraiment maintenant, enfin en tout cas je parle pour les attaquants, on a une palette de profils qui est assez exceptionnelle. Bah oui, on a des grands qui vont vite. Mais c'est ça. Ça n'existait pas, ça. Les grands ils étaient mous avant. Maintenant, non mais on a tellement, je pense que la formation s'est tellement ouverte et a tellement progressé qu'en fait on arrive avec tout type de profil finalement à développer des bons joueurs dans quasiment à tous les postes. Et on n'est pas obligé d'être très grand pour être défenseur central, contrairement à ce qu'on dit. Baresi n'était pas grand. Oui, c'est l'exemple que vous citez aussi avec cette paire. Il prenait pas un but de la tête, Milan AC en finale en 83. Au pire moment. Et du coup, pour revenir un peu sur le côté journalistique, moi je voulais parler, vous en avez déjà un peu parlé tout à l'heure, et ça m'intéressait parce que ça c'est un truc qu'on remarque nous aussi à chaque fois, c'est l'absence complète maintenant de nuances sur les analyses football. Vous vous dites que la radicalité a pris le pas sur tout. Et moi ce qui m'intéressait, c'est parce qu'on le voit, et sans passer la brosse à relure, vous n'êtes pas le seul, mais il y en a de moins en moins à la télé, où je trouve que vous amenez souvent Moi, je suis complètement un enfant de Canal. Je suis né avec Canal, je regarde que les émissions de Canal depuis tout petit. Donc encore aujourd'hui, les émissions que je regarde, c'est Match of the Day, le Late, etc. Et je trouve que vraiment... Alors,
ou peut-être que j'ai grandi, hein, mais par contre, plus ça va, moins on se dirige vers une équipe tévéation de la télé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un avis radical, sinon son avis ne compte pas. Et je trouve qu'on perd ça. Alors, une des rares émissions que je sauve un petit peu pour moi, c'est Match of the Day, où je trouve qu'on a le temps, enfin en tout cas j'ai l'impression que les consultants ont plus le temps de développer des analyses et que ça leur permet plus. Et donc du coup, c'est la faute à qui en fait? Est-ce que c'est la faute des formats? Est-ce que c'est la faute de la personne qui anime le format? Pourquoi est-ce qu'on, j'ai l'impression qu'on perd en profondeur et en nuance? Non, les émissions sont orientées de cette manière-là maintenant. Oui, c'est ça. Clairement. Sur le format. Les émissions sont orientées vers de la prise de parole, de la prise de position. C'est un format de talk-show classique. Je mettrais le late aussi comme un peu différencié quand même, parce que même si Eric Bénard cherche de temps en temps il cherche un peu du réactif, il a envie d'avoir une réponse. Je le défends parce qu'on vient du même bled en Bretagne, donc je dis bonjour à Fougères. Non, lui il est de Janzé. Oui, mais c'est juste à côté. Bon, d'accord, c'est homologué alors. Ouais. Mais même dans le late, parfois, je trouve que c'est ça. C'est quand il prend un avis, il va aller voir quelqu'un pour lui dire comment vous êtes pas d'accord avec ça. Oui, mais il cherche pas de manière artificielle à ce qu'il y ait une opposition forcément. Non, mais alors qu'il y a d'autres, la marge par rapport aux autres. Il y a d'autres émissions où en fait, si on est tous d'accord, on supprime le sujet en gros. Moi, je caricature, mais c'est la vérité. C'est alors, comment on va faire pour s'opposer? Moi, je suis né à ces émissions de talk-show avec celui qui a inventé ces émissions, c'est Eugène Sacomano, qui l'avait évidemment introduit d'Italie, parce qu'en Italie, il était très inspiré par les émissions italiennes, et il a lancé le fameux On refait le match, enfin qui était le match du lundi au départ, enfin peu importe, on va pas refaire toute l'histoire. Et Sacco, il était dans cette veine-là. Il fallait qu'il y ait une opposition, mais c'était à l'époque c'était tellement nouveau que je regardais ça en me disant c'est marrant. Et quand il nous réunissait au début en disant bon toi tu penses que c'est bien de changer d'entraîneur, toi tu penses que c'est pas bien, machin, et il arrivait à trouver l'opposition. Et puis quand il trouvait pas, il y avait toujours un Dominique Grimaud ou un Pascal Pro qui disait bon bah ok je dirais le contraire, c'est pas grave. Moi j'étais incapable, je sais pas comment il faisait, mais bon chacun sa personnalité. Moi je suis incapable de dire le contraire de ce que je pense, mais peu importe. Mais il y avait cette recherche, et aujourd'hui c'est généralisé. Aujourd'hui les médias sont sur ce type de modèle d'émission. C'est ce qui prévaut partout, en politique aussi. Dans d'autres domaines c'est vrai aussi. Je suis sûr que les émissions artistiques aussi, chacun doit, et si ça se clash un petit peu, bah c'est mieux. Voilà, c'est un peu ce qui est recherché aujourd'hui, et ce qui est gênant. Moi, ça me dérange, c'est pas très gênant. S'il y a des gens qui s'opposent, bah, tant mieux. Et c'est une manière de rendre vivante une émission. Oui. Moi, ça m'est arrivé aussi d'avoir des émissions vivantes, puis je m'accroche avec des gens et j'en sors en me disant, bon, bah, on a apporté quelque chose, parce que finalement, il y a eu une opposition quand elle est sincère. Ce qui me dérange beaucoup, c'est quand tout d'un coup, sur un sujet, bah, on peut répondre les deux. Donc, on nuance en disant, bah, oui, c'est un peu vrai, mais en même temps, ça c'est très Macron, ça, mais bon, c'est très actuel. Mais en même temps, on pourrait dire aussi l'inverse, etc. Mais ce qui arrive sur des sujets, et que vous avez un présentateur qui vous dit, ah ben non, mais faut choisir. Ben pourquoi non? Non mais c'est vrai, mais même sur le choix des sujets, moi, je me rappelle à Tottenham, j'avais vu tomber des sujets. Est-ce que Mourinho est fini pour le foot? On allait dire bah je suis pas certain qu'on puisse en arriver là tout de suite. Alors peut-être qu'il est plus au top, mais de dire qu'il est fini pour le foot, c'est déjà un bon sujet. Est-ce que Mourinho est passé de mode? Oui, c'est ça. Ça suffirait. Oui, fini. Et dire oui, est-ce qu'il est fini pour le foot? Toujours de prendre des choses. Ça sera jamais fini pour le foot. À 75 ans, on écoutera encore José Mourinho parce que bah ça a été un très grand manager. Et qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça a été un très grand, et 75 ans, son avis sera toujours intéressant. Il sera sûrement plus entraîneur, j'espère. Mais là, sinon, ce sera un peu dur, c'est un peu difficile, mais et encore, pourquoi pas d'ailleurs. Du coup, pour finir rapidement, on va sortir un petit peu du côté du chiffre et du bouquin, et on va aborder des sujets un petit peu plus larges. Là, je vais quand même citer en plus une phrase du bouquin, mais parce que c'est au tout début dans votre intro quand vous faites votre rêve un petit peu fou.
pour parler un peu de la culture foot en France, nous on avait fait un sujet, Val avait fait un sujet dessus, une table ronde avec 2 spécialistes qui étaient des philosophes à ce sujet-là. Pour vous citer, vous dites la dernière phrase de mon argumentaire ne passe pas. À l'évidence, nous sommes en France. Je vois le tribunal se liguer un peu plus contre moi. J'aurais parlé de rugby ou de hand que j'aurais pu en ramener quelques-uns dans mon camp. La dernière phrase juste avant, c'est quand vous dites que le foot est le sport le plus complexe. Pourquoi c'est si dur en France de dire qu'on aime le foot sans passer un peu pour un con? Est-ce que vous, dans votre carrière, vous l'avez senti ce mépris en tant que journaliste quand vous disiez à votre famille ou quand on est, parce que nous on le sent tous quand on essaie d'expliquer. Moi, à chaque fois, dès que je dis ça, c'est j'adore le foot, mais laisse-moi le temps de t'expliquer parce que faut pas que tu me prennes pour un débile. Oui. Et comment ça se fait? Non, mais déjà, la culture du sport en France, globalement, est un vrai problème. On peut me raconter ce qu'on veut, que c'est mieux qu'avant. Oui, bien sûr. Il y a maintenant plein de cadres qui lisent en premier l'équipe, qui le mettent au-dessus sur leur bureau, etc. Ce qui, effectivement, il y a 30 ans, ça n'existait même pas. Il fallait cacher qu'on lisait l'équipe. Donc, il y a des progrès. Il y a des progrès. On avance un peu. Les hommes politiques sont dans les vestiaires quand il y a une victoire en Coupe du Monde ou etc. Ils sont dans le vestiaire. Bon, ça progresse un petit peu. Mais malgré tout, il y a une défiance globale vis-à-vis du sport. Et puis après, il y a la nuance à l'intérieur du sport, qui est évidemment que le foot sont que des abrutis. D'ailleurs, il suffit de voir l'abruti qui lance la bouteille sur Payet, donc c'est un sport de con, c'est logique. C'est tout à fait logique, ça se tient vachement bien. C'est logique, c'est un sport de débiles, donc ça attire des débiles, et donc tout ça se tient merveilleusement. Et il faut évidemment lutter contre ça, et c'est pas facile. Mais déjà la nuance journaliste sportif, qui ne devrait pas exister, qui ne devrait pas exister. En Angleterre, personne ne méprise un journaliste parce qu'il travaille dans le foot. Hein. C'est une voix, c'est quelqu'un de respecté, etc. Et en France, ah oui, non, vous êtes journaliste sportif. Ça, vous l'avez ressenti dans votre carrière un peu? Toujours. On est un peu, ça c'est les gars du sport. Non, c'est vrai qu'à Canal, on était ça c'est pour l'anecdote. À Canal, c'est vrai qu'on était un peu particulier parce que nous, on était une espèce de secte d'hyper rigoriste parce que Charles Bittry était un patron incroyable, mais avec une personnalité très imposante et du coup, on était une espèce de secte dans une boîte complètement déconnante. La boîte était complètement déconnante. Et en sport, c'était hyper rigoureux, hyper tenu, et c'était assez drôle. Mais bon, là, ça, c'est anecdotique, c'est lié à des personnalités très fortes, en l'occurrence Charles Bittry. Mais en dehors de ça, oui, on le ressent toujours, qu'on est un petit peu à part, et particulièrement le foot. Le foot, c'est la lie de tout, quoi. C'est le sport de beauf, on est content qu'il y ait une victoire en Coupe du Monde, mais 2 mois après, si on peut tailler un costard au foot. Et c'est tout le paradoxe, parce que c'est le sport le plus intelligent, le plus complexe, le plus intelligent et le plus difficile à comprendre. Et tout le monde vous en fait des tonnes sur le rugby, alors que les 3/4 des gens qui vous magnifient le rugby n'y comprennent strictement rien. Dès qu'on discute avec eux, on se dit mais tu connais rien, toi. Tu connais rien au rugby. Donc c'est juste un espèce de vernis pour dire non mais le rugby, ça c'est un beau sport parce que oui, machin. Alors ils ont aucune idée d'abord ce que sont ces valeurs-là. C'est pas toujours très net d'ailleurs, mais bon, globalement il y a des choses à apprendre dans le rugby, ça y a aucun doute. Mais les gens qui défendent ça, souvent, ils comprennent rien. Moi, je cite toujours l'exemple de Karabatic parce que ça m'avait marqué. Quand il est pris pour cette histoire de Paris, je pense que s'il est footballeur, oui. Mais je pense qu'il est pendu sur la place publique. Pendu sur la place publique. Pendu sur la place publique. Parce que c'est vrai que c'est grave. Donner des informations à quelqu'un pour qu'il parie contre son équipe, c'est quand même assez moyen. 6 mois après, il y avait un championnat du monde. Tout le monde a dit, non, mais Karabatic, bien sûr, faut le prendre. Aucun débat. Moi, j'avais rien compris parce que moi, j'avais lu ça avec le focus du foot, justement, et je m'étais dit, mais c'est quand même bizarre parce que lui, normalement, enfin, il peut presque faire de la prison pour ça, en fait. Oui, mais. Non, c'est pas la même lecture. C'est pas la même lecture, c'est pas la même chose. J'en veux pas à Karabatic, mais je trouvais que c'était un exemple qui était frappant parce qu'en foot, non mais ça aurait été un scandale, mais scandale planétaire. Oui, alors, c'est aussi, il faut reconnaître, c'est aussi on récolte aussi la popularité du foot.
Donc, il faut aussi accepter un certain nombre des contraintes qu'on a. Il faut en accepter une partie parce que le foot est tellement populaire que du coup, ça attire des jugements de tout le monde, même les gens qui n'y connaissent strictement rien, qui ne s'y intéressent pas. Évidemment, vont avoir un jugement sur le foot. Bon, voilà, c'est la rançon du succès. On envie, parce que malgré tout, de cette passion du foot, on envie aujourd'hui beaucoup plus qu'un journaliste de handball ou autre. Donc, il faut être honnête aussi et reconnaître que de temps en temps, on prend aussi quelques balles qui sont, si ce n'est mérité, mais en tout cas des balles qui sont liées tout simplement à la popularité du sport. Ce qui est un peu logique. On va finir l'interview là-dessus, mais on pouvait quand même pas se quitter sans aborder ce sujet avec vous. Ce qu'on voit quand même sur votre carrière, vos interventions et dans tout le livre d'ailleurs, que vous avez quand même un rapport très très fort au foot africain. Ouais. C'est notamment le foot de sélection avec la CAN, c'est vous tout le temps qui le couvrez pour Canal. Enfin, même moi, depuis que je suis petit, vous êtes un peu monsieur foot africain de Canal. Et moi, je me pose la question, du coup, ça vous est tombé dessus comme ça, d'où est-ce que ça vient? Et est-ce que vous avez le même rapport avec le foot africain de club, qu'on connaît quand même beaucoup moins en Europe par rapport à la CAN, qui est un petit peu plus médiatisée? Oui, le foot africain, c'est d'abord une passion pour l'Afrique. Soyons honnêtes, c'est pas forcément... Alors cette ouverture, moi ce qui est génial dans ce métier-là, c'est qu'on voyage, on est ouvert à tous les vents et on regarde un peu partout et c'est vrai que la fraîcheur autour du foot autour de l'Afrique et du foot africain, c'est chaque fois un moment fabuleux. Donc moi l'Afrique, j'y vais régulièrement dans l'année. Chaque événement qui me permet d'aller en Afrique, j'y vais parce que je trouve que c'est une ouverture d'esprit fantastique. Et parmi ces ouvertures d'esprit fantastiques, il y a le foot africain qui a aussi ses caractéristiques, parfois rocambolesques, parfois géniales. Bon, on est toujours un petit peu coincé entre les deux, mais en fait, oui, ça m'est tombé dessus complètement par hasard. Moi, avant d'être journaliste, j'avais jamais foutu les pieds sur ce continent. Ah, ok, c'est ça, c'est pas de base une passion pour l'Afrique depuis gamin. Non, j'ai découvert l'Afrique à 30 ans, ou un petit peu avant, peut-être à 29 ans, à travers les premiers reportages, et tout de suite, j'ai été passionné par l'Afrique. J'étais allé en Asie bien avant, j'avais fait d'autres expériences de voyages diverses et variés, et l'Afrique a déclenché quelque chose, mais qui est du domaine de l'humain, mais de l'émotion. On y revient aussi. L'émotion, elle passe aussi à travers le foot africain. Donc là, vous serez de toute façon à la prochaine CAN pour Canal, j'imagine. Pour finir l'entretien, et de toute façon, on le finira avec tous nos invités de cette manière-là. J'ai deux petites dernières questions très courtes à vous poser. Premièrement, si vous deviez conseiller à un jeune passionné qui a envie de s'intéresser au foot un peu plus, on va dire comme nous on l'a fait et comme vous le racontiez vous ado, c'est-à-dire plus chercher derrière la complexité, s'il devait avoir 3 matchs de référence à revoir en intégralité. Ça, c'est pas facile. Je dirais qu'il faut regarder le France-Brésil 86, ça c'est sûr. Il faut regarder le France-Allemagne, France-RFA, pardon, 82, obligatoirement, là pour l'émotion. Platini m'avait sidéré quand j'avais fait le documentaire avec lui qui s'appelait 5x10 Platini. C'est pour ses 50 ans, 5x10, titre trouvé par Pascal Aznar. Absolument. Félicitations. Il avait un très très bon titre que dès qu'il avait dit ça, j'ai dit bah oui, bien sûr, comment n'y ai-je pas pensé avant. Et tout de suite, j'avais trouvé l'idée géniale et on avait tout de suite adopté le titre. Et quand on demande à Michel Platini quelle est la plus grande émotion de sa carrière, il répond France RFA 82. Et sur le moment, ça choque un peu parce que c'est la plus terrible défaite de sa carrière, quoi. C'est le match le plus mortifiant de sa carrière. Et je trouve que ça rend bien ce mot d'émotion qui est capital pour la passion du foot. Parfois, les plus belles émotions, c'est quand on perd. Je suis persuadé, je fais une analogie, mais je suis persuadé que Djokovic, quand ça s'arrêtera, il aura peut-être 23 grands chelems, peu importe, 24. Et le débat sera pas enterré sur qui est le meilleur joueur de l'histoire. C'est pas parce qu'il aura gagné 24 qu'il sera meilleur que Federer ou Nadal. Le débat continuera.
Parce que c'est pas un chiffre comme ça qui permet de dire, quand on arrive à ces sphères-là, on peut pas dire. Évidemment, 24 par rapport à 5, oui, là, il n'y aurait pas de débat. Mais 24 par rapport à 20, bon. Mais, ce qui restera, j'en suis sûr, comme le moment le plus fort, c'est quand il pleure au 3e set contre Medvedev en finale, au moment où il peut faire le grand chelem, qui là, pour le coup, aurait été un exploit phénoménal. Quand il pleure dans sa serviette, pour moi, ça, c'est le moment que je garderai Djokovic. Je m'en fous des 20 titres qu'il a gagnés. C'est l'émotion. Je m'en fous. On en revient toujours à l'émotion. C'est l'émotion. C'est le moment le plus fort. Et c'est une défaite. Une lourde défaite. Il passe complètement à côté de son match. Il se rend compte qu'il est passé à côté de l'événement. Il se rend compte qu'il va perdre là, dans l'instant qui va suivre, dans la minute 30 qui va suivre, il va perdre son rêve. Mais je trouve génial. Alors que lui, très souvent, il m'exaspère parce qu'il parle de je veux battre tel record, je veux machin. Ça vaut quoi par rapport à ça? Cette minute-là, où il pleure, où il est sincère, où il est humain, et certes c'est une défaite, mais je suis persuadé que c'est le moment qu'il grandira le plus dans sa carrière, c'est le moment qu'il restera et qu'il grandira de sa carrière. Et c'est quand on regarde des reportages sur des grands joueurs, etc., c'est ces moments-là qui mettent les poils. Federer, tout le monde dit, quel dommage qu'il n'ait pas gagné les 2 balles de match contre Djokovic. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, quand on sera, tu te rends compte qu'à 39 ans, 38 ou 39, ou quoi, 38. À 38 ans, il avait 2 balles de match contre le numéro 1 mondial sur le center court de Wimbledon, et tout le monde sera là à dire, putain. Ouais, c'est dommage qu'ils ne aient pas fait, mais c'est extraordinaire. Incroyable. Incroyable. Donc finalement, peut-être que ça restera comme un des plus grands moments de sa carrière, et lui aussi, au-delà des 20 grands chelems qu'il aura gagnés. Vous êtes donc traumatisé par France RFA, mais quand même. Non, alors moi j'ai un rapport particulier avec ce match-là parce que j'étais en Autriche. Et donc j'ai vu le match avec que des gens qui étaient pour l'Allemagne. Et du coup, quand je suis rentré en France, j'étais complètement décalé. Je l'avais pas vu de la même manière. J'avais pas vécu le traumatisme de la même manière et pas vécu l'arbitrage, etc. Bon, si, Schumacher, j'avais vu quand même. Je n'avais pas échappé quand même. Mais sinon, j'avais pas vu vraiment l'ensemble de la même manière. Mais j'ai toujours trouvé que l'émotion était essentielle. Donc, en ce sens-là, le France RFA, ça, c'est un match à regarder, évidemment. Et puis, en troisième, je mettrais la finale de Ligue des Champions Barcelone-Manchester United c'est celle de 2011. Ouais, c'est celle de 2011. Parce qu'en finale de Coupe d'Europe, j'ai jamais vu une équipe montrer que son adversaire, en finale de Ligue des Champions, que son adversaire, en gros, est une équipe de Ligue 2. Ça, quand on regarde ça, on écarquille les yeux, en se disant c'est extraordinaire d'arriver à une telle maîtrise et en football, jouer à la perfection et arriver à le faire dans les plus grands moments, dans les moments a priori où on peut être le plus tendu, le plus difficile. Les autres finales de Barcelone sont pas extraordinaires. Celle-là, c'est une espèce de perfection. On regarde, on se dit mais c'est ce qu'ils font tout le temps, mais à l'entraînement, quoi. Quand ils font les taureaux, etc. Ils arrivent à le faire en finale contre un adversaire qu'ils ridiculisent quasiment. Ça, ils s'en tirent bien avec 3-1 Manchester, donc ça va, l'honneur est sauf. Mais ça aurait pu faire 6-0 aussi bien. C'était une démonstration de football. Je trouve que si on aime ce football-là, c'est un grand moment. Il me restait du coup juste la petite dernière question. Si vous aviez un conseil à donner à un gamin qui veut devenir journaliste sportif, qui veut se dire plus tard je veux être la palette à doudous, juste un petit conseil ou un écueil à éviter ou... ce que je leur dis toujours, c'est-à-dire que attention, c'est un métier. C'est pas la passion du foot qui fait de vous un journaliste. Moi, je connais plein de gens qui connaissent beaucoup mieux que moi les records, des tas de choses qui peuvent faire un quiz avec moi, ils vont m'éclater. S'ils connaissent beaucoup plus de choses que moi, mais des choses, est-ce que ça fait de vous un journaliste? Pas sûr. Ce qui fait de vous un journaliste, c'est une sensibilité du foot, une sensibilité du métier, donc ce qui va intéresser le lecteur, ce qui va intéresser la personne qui vous écoute, et c'est un vrai métier. Et c'est un vrai métier avec ses avantages et ses inconvénients, c'est-à-dire que
Moi, quand je vois tous les gens qui m'envient parce que je vais voir des matchs dans les stades, je les vois pas comme eux non plus. Je les vois en travaillant, en le préparant, en regardant si je rate pas un truc, ce qui fait que pendant ce temps-là, je regarde pas forcément ce que je regarderais si j'étais libre d'esprit et que j'avais envie de regarder juste comment joue Neymar par exemple, parce que j'adore Neymar, et je vais regarder comment il appelle la balle, comment il l'attend, etc. Et je regarde plus le jeu et je regarde Neymar. Ça, quand je commande, je peux pas le faire. Hein. Parce qu'il faut que je regarde tout, il faut que je sois au courant de tout ce qui se passe, de regarder s'il n'y a pas un changement tactique, etc. Donc c'est un métier et il n'est pas dit que heureusement d'ailleurs, si tous les passionnés de foot devenaient journalistes, ça ferait un peu trop de gens sur le métier. La passion du foot ne suffit absolument pas. C'est un vrai métier, il faut sentir tout de suite. Moi, quand j'ai voulu faire ce métier, j'avais pas fait d'études de journalisme. Je m'interrogeais, je savais pas si j'avais cette capacité-là. Et puis il se trouve que quand au bout de 3 mois, on sait même plus que vous avez pas fait d'études et que des journalistes, que vous avez fait d'autres études qui n'ont rien à voir, etc. Quand on a complètement oublié ça et que vous êtes intégré, vous avez compris que c'était parti et que c'était bon. Mais il faut vraiment, oui, c'est le conseil que je donne toujours. Ne croyez pas que ça va juste consister en fait à avoir sa place à chaque finale de Coupe du Monde et être là à se dorer la pilule. C'est un vrai métier et un métier, de toute façon, difficile. On le voit aussi que c'est un métier difficile dans votre bouquin. D'ailleurs, je tiens à préciser, parce que je crois qu'on l'a pas encore dit, qu'on offrira un de vos bouquins sur nos réseaux sociaux dans la semaine. Et il me semble qu'on a fait un petit peu le tour. Donc en tout cas, merci beaucoup Philippe Doucet. Ce sera un quiz, ouais, on verra. On trouvera une manière originale de faire gagner tout ça. À quelqu'un qui le mérite. Exactement. Quelqu'un qui vous a suivi. Bon, c'est sympa. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.